Oui, vous l'avez bien vu, elle est là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Grand Limac. Vous l'avez vu, c'est un jour de première cette saison. Le FC Metz s'est imposé en Ligue 1 face au Racing Club de Lens. C'est l'occasion pour nous de revenir évidemment avec un brin de sourire sur ce qu'il s'est passé hier soir avec nos chroniqueurs du jour dont le palpitant est désormais à 100 000 à l'heure. Je l'entends d'ici. Ils sont avec moi aujourd'hui pour parler de cette victoire. Angelo Salemi est avec nous en plein fou rire. Voilà. Bonjour Aymeric, salut à tous. Il lui en fallait pas plus. À tes côtés, Stéphane Borbiconi est aussi Salut avec Aymeric, nous. salut à tous. On va enfin parler d'une victoire. Comment ? On va enfin parler d'une victoire. Ah, enfin, j'espère que c'est pas la dernière. Non, ce ne sera pas derrière. Tu verras pourquoi il y a plein de raisons qui font que ce ne sera pas la dernière. Arthur Carmier est également avec nous. Salut Aymeric, salut à tous. Ça a failli nous coûter un œil cette victoire. Je vais dénoncer, c'est Matteo Philippe qui ne sait pas ouvrir un paquet de confettis. Donc allez, on va les lancer comme ça. On fête la victoire. C'est beau ce que vous faites. On va passer à la première partie de cette longue émission. C'est le journal de la Ligue 1. Retour donc sur la victoire, la première de la saison du FC Metz face au Racing Club de Lens. Messieurs, ma première question est toute simple. Arthur, est-ce qu'on ne tient pas déjà enfin un match référence plutôt pour le FC Metz ? J'ai envie de dire oui, enfin, parce que quand tu regardes la physionomie de la rencontre, qui plus est face à un adversaire de qualité comme ça, comme le RC Lens, qui a peut-être un petit peu pris de haut le FC Metz. Bon, je pense que Mathieu Hudol et ses copains, et certains d'entre eux savaient que ça pouvait être difficile quand on joue contre le dernier. Encore faut-il 3 jours après une autre journée de Ligue 1 se remettre les dedans, comme on dit. Lens n'a pas forcément abordé le match de la meilleure des manières, et tant mieux pour le FC Metz qui, lui, a fait preuve... à la surprise générale, j'ai envie de dire, d'orgueil, de combativité. J'ai adoré la discipline défensive avec cette ligne de 6. Les ailiers, Tissashvili et Sabali défendaient vraiment comme des latéraux. C'était le plan de jeu de Stéphane Lemignan. Peut-être un petit peu contre nature quand on connaît sa philosophie, mais force est de constater que lui aussi, il a réussi à s'adapter et se mettre en mode combat, en mode guerrier. Et ça fait plaisir de voir que c'est récompensé avec une victoire. On avait oublié ce sentiment, cette joie d'après-match, se réveiller le lendemain avec la bonne humeur. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Mais il faudra que ça soit suivi de nouvelles choses, de nouvelles victoires, sinon ça n'aura pas servi à grand-chose. Évidemment, une victoire en plus qui n'a pas été volée. On aurait pu penser à celle d'il y a 2 ans, c'était justement au stade Bollaert. Mais là, cette fois-ci, on va regarder les statistiques de la rencontre. C'est peut-être plutôt normal de voir ce score, la possession 46 contre 54, 16 tirs à 10 pour les Grenats, 7 tirs cadrés à 2, 551 passes à 319. Stéphane, on a eu un contenu séduisant tout au long du match. Et ça fait plaisir qu'on avait vu des parcelles de bonnes choses sur le début de la saison qui ont disparu. Mais là, tout est revenu pendant tout un match. Oui, c'est vrai que c'est la première rencontre où on voit une régularité dans la performance et dans le niveau de chaque joueur tout au long de la rencontre pendant 90 minutes. On avait eu des épisodes, notamment à Lyon contre Monaco, où il y avait eu des bonnes choses, mais qui avaient été anéantis par des erreurs notamment défensives. Et voilà, moi ce que je voudrais souligner surtout, c'est la force de caractère de cette équipe et vraiment les féliciter. Le staff, le coach et les joueurs, parce que c'est pas facile. Dans cette situation, vous recevez le deuxième qui peut être premier à l'issue du match à domicile à Saint-Symphorien. Lens qui venait de battre Marseille, nous qui avions subi une grosse déconvenue du côté de Lille. Vous êtes lanterne rouge depuis la première journée de championnat et malgré tout, il y a des ressorts psychologiques, on ne parle même plus de tactique, de football, mais avant tout psychologiques, humaines, qui font que les joueurs ont été au niveau dans l'agressivité, dans la concentration, dans le respect des consignes au niveau défensif. Et sur ce match-là, on n'a pas vu la différence entre le deuxième, le dauphin du PSG, et la lanterne rouge. D'autant que justement, tu parles de dauphin du PSG, il y avait d'autres matchs en même temps. Alors, pas sûr que le résultat était connu, mais Lens avait l'occasion de grappiller justement cette première place en cas de victoire à Metz. Oui, bien sûr. C'est et le mérite revient d'autant plus aux Grenats qui ont fait ce qu'il fallait. On aurait même pu marquer plus de buts sans un grand Risser dans les buts lensois. Après, les Lensois ont été un peu étouffés. Thomasson, Edouard devant, Thauvin, qu'on a très peu vu, Sima, parce que aussi on a fait dans le rapport de force le match qu'il fallait. Maintenant, j'espère que c'est le début d'une longue série. Le plus dur dans le football, c'est de confirmer, et avec le déplacement à Nantes. Angelo, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas autant vibré. On va écouter juste après les réactions des joueurs, mais c'est vrai que le mot peut-être qui revient tout de suite là, c'est le mot soulagement. Soulagement d'enfin sortir de cette horrible spirale.
Je dois avouer que j'aurais pas misé un centime sur les victoires du FC Metz hier. J'étais à Lille dimanche, j'ai vu des joueurs au bord du gouffre, un Gauthier, j'ai presque envie de dire pas très loin des larmes. Donc vraiment psychologiquement cette équipe était très atteinte. Hier on avait un public qui boudait un peu, à juste titre j'ai envie de dire, et finalement l'équipe a réussi l'exploit de retourner ce public avec des petites attitudes, un Cheikh Sabali qui revient défendre comme un mort de faim sur une attaque lensoise, un tacle, souvent on a vu les joueurs offensifs faire des tacles glissés pour soulager l'équipe, une défense très disciplinée. Et puis ça joue au foot aussi. Il n'y a pas eu seulement du combat, il y a eu des phases de jeu très intéressantes. Sur la première mi-temps, il y a eu un temps fort messin avec 3 situations énormes, coup sur coup. Si une équipe devait mériter de gagner ce match, c'était le FC Metz. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Et comme l'a dit Stéphane, j'ai vraiment envie que cette équipe confirme, parce qu'elle perdrait les bienfaits psychologiques de cette victoire en cas de revers à Nantes. Comme quoi, comme le disait Angelo, il y a eu du foot, il y a eu du combat. Jouer au football et combattre et avoir de l'intensité, c'est pas 2 choses qui sont différentes. On peut jouer au football, c'est pas forcément jouer à la baballe sans mettre d'intensité. On peut aussi être présent en défense. Obligé de mettre de l'intensité et de l'agressivité. Que tu sois le PSG ou le FC Metz, il faut prendre les choses par leur commencement et mettre les choses à l'endroit. C'est-à-dire que tu ne peux pas, quand tu es le FC Metz, mais même les grandes équipes, être en dessous en termes d'agressivité, d'intensité, de concentration et de force collective. Là, ils ont été au niveau, mais c'est valable pour toutes les équipes. C'est pas antinomique avec le fait de jouer, quand on a le ballon, de créer du mouvement. Et tu parlais, Aymeric, de match référence. Pour moi, c'est un match référence en termes de points, mais aussi en termes d'état d'esprit. Et un match référence, on peut s'appuyer dessus. Pourquoi ? Parce que ça montre aux joueurs qu'ils sont capables. Donc le discours de Stéphane Le Millian va être axé là-dessus. Vous êtes capable de battre la deuxième équipe du championnat. Qui était une des meilleures défenses déjà de championnat et une des meilleures équipes à l'extérieur aussi. Exactement. Vous êtes capable de faire des bons résultats et de rivaliser, à condition de mettre les ingrédients. Et ça, il faut le faire sur tous les matchs, et c'est hyper important en termes de confiance, parce que quand vous perdez beaucoup de matchs, vous êtes à juste titre remis en cause, que ce soit le staff, l'entraîneur, les joueurs. Donc ils ont réussi à inverser cette tendance, et maintenant il faut capitaliser là-dessus et cultiver justement ce que les Grenats ont fait de bien. Justement, il faut confirmer. Avant ça, il fallait profiter, évidemment, peut-être évacuer aussi. C'est ce qu'il s'est passé en zone mixte. On va écouter justement Gauthier et Jean-Philippe Bamin. C'est le genre de soirée qu'on rêve de vivre quand on est footballeur. Maintenant, faut garder les pieds sur terre. Aujourd'hui, on fait un gros match. Le match qu'on avait envie de faire avec de la volonté, de l'abnégation. On a su souffrir ensemble, mais aussi proposer des choses avec le ballon. On a fait preuve de beaucoup de courage et voilà, tout le monde a été au top. Aujourd'hui, je suis fier de l'équipe, je suis fier d'avoir aidé l'équipe aussi à rapporter ces 3 points. Un peu moins fier du carton rouge, j'avais complètement oublié que j'avais un jaune, parce que le premier jaune, pour moi, il n'y a même pas faute. Mais malheureusement, c'est comme ça, je vais devoir regarder les coéquipiers dimanche. Ouais, c'est sûr que ça nous tenait à cœur de remporter cette première victoire. C'est chose faite ce soir et on est très contents. Non, je pense que le début de saison, on avait commencé par montrer de belles choses. Après, on est un peu tombé dans des travers où on n'avait plus une maîtrise de grandes choses. Mais ce soir, on a su montrer que quand on se bat tous ensemble, quand on met les éléments, c'est sûr, on va peut-être rater des choses, mais à partir du moment où tu mets l'intensité et l'engagement, tu seras récompensé. Ce soir, c'est ce qu'on a montré. Des joueurs satisfaits, on n'est pas vraiment étonné. Angelo, il y a sûrement un autre homme qui devait être soulagé, c'est Stéphane Le Millian, qui a connu symboliquement sa première victoire en Ligue 1 pour lui, mais aussi la première de la saison. Elle était attendue alors qu'on parlait déjà de remplaçant, qu'on parlait déjà peut-être de fin pour lui. Alors on ne sait pas si ça durera dans le temps encore, on l'espère en tout cas, mais en tout cas ce qui est cool c'est de voir que ses idées ont pris vie, même s'il les a modifiées. Il y avait de quoi se demander si l'équipe n'avait pas lâché le coach sur les derniers matchs, le 4-0 à Toulouse, le 6-1 à Lille.
On a eu une très belle réponse hier, avec des joueurs disciplinés, combatifs, on l'a dit, des joueurs qui ont appliqué le plan à la lettre. J'avais oublié ce que ça faisait de voir un coach souriant après un match de Ligue 1. Donc ça faisait plaisir aussi de voir Stéphane Le Mignon souriant après cette victoire. Donc ouais, ça va lui accorder peut-être un sursis, mais en tout cas, ça lui donne un tout petit peu plus de confort pour pouvoir travailler, parce qu'il était, on le sait, en grand danger. Il était en grand danger, il a dû faire face à de nombreuses absences, mais avec une nouvelle composition d'équipe. On va la regarder avec Jonathan Fischer dans les buts, avec la commotion cérébrale de Papsi notamment. On peut revenir sur Kouaok, Bama, Yegbe, Colin, Tsitaishvili en défense, Aïn Touré de Minguet dans le milieu de terrain, Sabali et Diallo en pointe. Si on doit faire un petit peu l'état des lieux de cette infirmerie, Arthur, Boubacar Traoré, Sadi Boussane suspendu, Fodé Ballo-Touré et Benjamin Stambouli à la dernière minute un petit peu. Il y avait de nombreuses absences en plus face à cette équipe lensoise. Ouais. Alors la compo c'était peut-être plus un 4-2-3-1 en phase offensive avec cette volonté d'avoir les joueurs de couloir, Tsitaishvili et Cheikh Sabali. Ouais, parce que le 3-4-3 du RC Lens est très productif depuis le début de saison. Et le plan de match a été réussi à merveille. Et dans ce système, on peut, avec l'absence de Fodé Ballo-Touré, on sait que son arrivée elle a été tardive. Stéphane l'a bien souligné à plusieurs reprises pendant les émissions. Mais on avait aussi des doutes sur son physique et force est de constater qu'il rate quand même pas mal de matchs. Et d'avoir un Maxime Colin là à gauche, avant le match, on s'est dit c'est pas son meilleur poste, c'est un défenseur droit, mais il s'est transformé en régène de prime Javier Zanetti sur son mauvais pied là. Donc peut-être qu'il a aussi vraiment dans le système aussi trouvé sa place, Maxime Colin. Je pense qu'il faudrait de la continuité parce que si cette équipe a bien fonctionné contre le RC Lens, il n'y a pas de raison que les mêmes hommes aux mêmes places, à l'exception de Gauthier, on va en parler, ne puissent pas donner de bonnes choses aussi sur la suite du championnat. Et puis là, on voit les statistiques de Maxime Colin. Je suppose que tu vas nous lancer dessus. Qui avait un sacré client face à lui, quand même. Parce que c'est vrai que sur ce côté, il y a un certain Florent Thauvin qui en ce moment surnage un petit peu dans cette équipe lensoise. C'est vrai, Stéphane, que encore plus attendu au tournant dans une nouvelle défense remaniée, avec un adversaire de taille, que ce soit l'équipe, mais aussi individuellement, avec notamment Florent Thauvin. On est agréablement surpris de sa partition. Oui, comme souvent, quand on est au pied du mur, c'est là qu'on donne le meilleur de soi-même. Là, il n'y avait pas de calcul à faire, pas de choix à faire. Il fallait simplement rentrer avec beaucoup de force dans ce match et l'aborder comme un peu un match de coupe. Vous savez que vous êtes peut-être inférieur en qualité face à cette équipe de Lens, au niveau de l'addition de talent des joueurs, mais collectivement, vous êtes au niveau et du coup, ça crée une force collective. Il y a eu, moi j'ai l'impression, comme une forme de prise de conscience et du staff et des joueurs. C'est-à-dire qu'on a pris le début de saison en voulant, et c'est très bien, chacun sa philosophie, mais en voulant jouer peut-être un peu trop. Et on a mal géré les déséquilibres, c'est-à-dire qu'on était porté vers l'avant. On pensait que notre salut allait passer par un jeu de passes, de possession, et on s'aperçoit qu'en Ligue 1, c'est difficile. Donc on est revenu aux fondamentaux, aux bases. Gauthier parlait de courage dans son interview, et c'est exactement ça. Il faut des forces morales, il faut vraiment une force collective, un supplément d'âme pour pouvoir renverser quasiment n'importe quelle équipe. Et on verra ce déplacement face à Nantes, face à une équipe qui joue, qui a une identité très marquée avec des convictions fortes, qui passe par le jeu et la possession également, puisque Castro, le coach, c'est sa philosophie. Là, nous, il faudra pas qu'on soit en dessous de ce qu'on peut faire en termes d'abnégation. Et puis pour revenir sur le strict duel entre Thauvin et Colin, il a peut-être pas eu beaucoup d'arrière-gauche droitier face à lui, Thauvin, et quand on est gaucher, quand on est dans l'axe, c'est peut-être plus difficile de jouer un droitier. Alors certes, l'animation défensive était très performante, il y a eu beaucoup de solidarité, on parlait des milieux, de couloirs, les milieux axiaux aussi ont pas mal défendu, étaient assez proches des défenseurs centraux, donc une belle animation défensive pour le FC Metz. Le choix de mettre Maxime Colin à gauche, c'était assez surprenant, parce qu'on sait que Stéphane Le Mignon aime pas mettre des droitiers à gauche. Il le fait très rarement, voire jamais.
Et Maxime Collin à gauche, ça a permis d'avoir Titashvili plus haut. Et on a enfin vu ce que vaut ce garçon dans le camp adverse. La plupart des occasions sont venues de ses centres. C'est un joueur qui a une vraie qualité technique, peut-être l'une des rares satisfactions sur l'ensemble du début de saison. Donc vraiment un choix gagnant de la part de Lumignon d'avoir finalement opté pour ce choix de mettre Maxime Collin à gauche. Il y a un autre joueur qui était attendu au tournant et qui a récupéré son brassard de capitaine en étant titulaire dans ce match, c'est Gauthier Hein. Là aussi pour lui un match référence dans cette Ligue 1, dans cette saison et surtout avec ce brassard. Alors oui, il y a le doublé mais pas que, il y a l'état d'esprit, il y a le discours à la fin du match, il y a tout ce genre de choses qui aujourd'hui peuvent aussi lui servir de déclic. Malgré, on va y revenir, ce carton rouge qui peut faire débat et on expliquera pourquoi il y a eu carton rouge aussi, ça peut être intéressant. Mais avant ça, heureusement qu'il y a ce match-là pour lui, quoi. Non, mais concernant Gauthier, il a été tout simplement au rendez-vous. Il a fait il a pris ses responsabilités, il a le brassard, il était remplaçant à Lille. C'est pas une période qui est facile pour lui en termes collectifs et en termes individuels également. Mais il a fait face à ses responsabilités et puis il a agi comme un vrai leader pendant l'échauffement, à la mi-temps, pendant le match également. Et ça fait monter un petit peu le niveau de ses coéquipiers aussi. Il a pris ses responsabilités également pour tirer le penalty. Il a mis le doublé. Voilà, bon, après, il a pris le carton rouge, on y reviendra tout à l'heure. Mais il a fait le match qu'on attendait de lui. Alors, tout n'est pas parfait, mais ça passe par des performances comme celle-là et surtout de la confiance, des points pris. Et ça donne un petit peu d'air à l'équipe, à lui également. Ça fait taire aussi un petit peu les critiques. Ça amène de la sérénité et ça prépare les bases aussi des futures performances. Même au-delà du doublé, je trouve dans les transitions, il a amené pas mal de choses. Il a créé des situations. C'était souvent lui, sur les contre-attaques Messine, qui était à l'origine de tout ça. On connaît sa justesse technique. Il avait besoin de confiance, d'être aussi décisif. Beaucoup de courage pour tirer et marquer un penalty de cette manière, surtout après tous les critiques qu'il a pu essuyer. On sait que c'est un joueur, il n'a pas encore passé le cap de la Ligue 1 par rapport à la Ligue 2 où il a rayonné de manière formidable. Donc ça peut peut-être aussi lui faire passer un cap psychologique. En tout cas, enfin, moi personnellement, je doutais pas de sa capacité ou du moins de son envie d'essayer de porter le FC Metz et d'être décisif. Encore faut-il que le collectif autour de lui soit performant. C'est vrai qu'on vient de voir passer le commentaire, là, ce deuxième carton jaune, alors on peut en parler, enlever son maillot aujourd'hui, c'est punitif d'un carton jaune. C'est déjà le deuxième match que Gauthier rate à cause de ça. On le rappelle, pour les barrages avec son but de plus de 50 mètres, il avait enlevé, il était suspendu pour la première journée. Là, il le sera le week-end prochain. Bon, cette règle, en vrai, messieurs, on a quand même envie de dire que ce serait temps qu'on la bannisse, parce que bon, dans l'euphorie, on n'est pas dans le jeu. Alors aujourd'hui, on reçoit un carton jaune pour deux raisons. Déjà, la première, c'est parce qu'il faut revenir à l'époque où Diego Forlán avait fait ça au début des années 2000. En fait, c'était perçu comme un geste provocateur, parce que les supporters s'étaient un petit peu emballés face à ça. Donc on a décidé de mettre tout de suite une sanction. C'est aussi pour une question de sponsor sur les maillots, il faut le savoir, même si c'est pas Forlán, bah oui, mais il faut les voir, les sponsors qui sont sur les maillots, donc il ne faut pas enlever le t-shirt. Surtout quand on marque. Et surtout quand on marque. Pourtant, c'est les plus beaux clichés que tu peux avoir. Ouais. Mais voilà, en vrai, on se dit quand même, cette règle, elle est un petit peu... Parce qu'on le voit dans les discussions, l'arbitre, il n'avait pas envie de le mettre. Il est obligé de le mettre. On a discuté avec lui après la rencontre, il est obligé de le mettre. Moi, j'ai bien aimé, ouais, il s'est presque excusé, il était désolé, il a été voir le banc, Stéphane Lemignon. Il nous a dit que c'était un incontournable, une règle incontournable, malheureusement, parce que si tu ne l'avais pas là, tu es obligé de forcément pas la mettre pour certains, ou peut-être pas la mettre ensuite. Il ne peut pas y avoir d'entre-deux pour ça, en fait. Il est obligé de lui mettre le deuxième jaune à contre-cœur et donc le rouge. Après, la règle, qu'on soit d'accord ou pas, elle existe. Donc il faut la changer si on n'est pas d'accord, mais elle existe. Après, c'est aux joueurs à s'adapter. Quand vous n'avez pas de carton et qu'il reste 2 minutes, à la limite, tu prends ton carton jaune, voilà, t'as célébré à ta façon. Mais là, Gauthier, bon, il le regrette et c'est lui le premier, la première victime quelque part, parce que en ayant réalisé un match comme il l'a réalisé, faisant le doublé, 3 points contre le deuxième à Saint-Symphorien, vous n'avez qu'une envie, c'est aller avec vos coéquipiers à Nantes pour confirmer. Donc ça ne sera pas le cas. C'est dommage pour lui avant tout, pour l'équipe. Et bon, il dit qu'il a oublié le premier carton jaune parce que selon lui, il n'y avait pas faute. Donc c'est comme s'il ne l'avait pas reçu.
Bon, il faut être un petit peu plus attentif la prochaine fois et faire un peu preuve d'un peu plus de clairvoyance. Et le commentaire qu'on a vu passer sur Twitch, il est véridique, même s'il n'avait pas de carton jaune du tout. Si ça se trouve, ce carton jaune qu'il a reçu, comme le carton jaune à Reims, avec l'accumulation des cartons, aujourd'hui en plus la règle c'est 5, c'est pas 3 dans une temporalité de 10 matchs. C'est 5 sur toute la saison. Dès que tu auras 5 jaunes, tu es suspendu. Donc il compte forcément le carton. Donc c'est une bêtise, mais il y a un moment d'euphorie aussi. On l'a dit, il est passé par une période très compliquée psychologiquement. Il a extériorisé voilà, c'est un grand moment de bonheur, sortir, je me demande si c'est pas son premier doublé en Ligue 1, qui donne la première victoire au club. Enfin, il y a eu une explosion de joie qu'il a manifestée malheureusement comme ça. C'est une bêtise, il l'a dit. Enfin, voilà, personnellement, je ne lui en veux pas pour ça. Il manquera à Nantes et ce sera un autre joueur de sortir de sa boîte. Après, disons que l'enjeu était quand même autrement plus important après le barrage à Reims, où là, on a une image et un cliché qui peut être légendaire en termes de photographie. Là, dans l'histoire de la saison du FC Metz, c'est juste un match parmi 34. Mais c'est vrai, il a reconnu que c'était une bêtise. Mais après, il faut quand même faire attention. Tu dis on lui en veut pas, évidemment. Moi, je l'en veux pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais quand tu vas un peu plus loin que le fait de pas en vouloir, t'es professionnel. Je suppose que Stéphane Le Mignan, après le match, lui a dit c'est quand même un caillou dans la chaussure. Déjà que Metz a des difficultés, qu'on est lanterne rouge, on a besoin de toutes les forces vives. Il y a une embellie. Et là, c'est vraiment très préjudiciable et c'est à ne pas renouveler et essayer d'y penser évidemment la prochaine fois. Mais bon, on peut le regretter, ça c'est sûr. Hein. S'il le refait la prochaine fois, c'est sûr qu'on sera un peu moins indulgent. Peut-être que ça a une consigne à l'entraînement de travailler les célébrations après les pénalités, les célébrations, mais sans enlever le t-shirt. Après une saison, c'est des détails. Peut-être, on ne sait pas, il aura le 5e carton l'avant-dernière journée, puis il loupera la dernière journée, et un match hyper important, et tous les détails comptent dans une saison. Question peut-être à 100 millions, mais est-ce que les 2 cartons jaunes hier sont comptabilisés ou il n'y en a qu'un qui est comptabilisé du fait qu'il y a eu un rouge ? Faudrait parcourir le règlement, là, tu me poses une colle. Non, s'il y a un rouge, trop très règlement, tu le règlement. Je sais pas juste sur les cartons jaunes sur le maillot, je me suis arrêté. S'il y a un rouge, je pense que tu purges ta suspension, donc tu reviens à 0. Tu reviens à 0, tu penses ? En fait, c'est tactique de la part de Gauthier. Ah oui, parce que tu as purgé déjà tes 2 jaunes. Messieurs, on va passer à la suite très rapidement. On l'a dit, le clean sheet, c'est aussi l'autre satisfaction dans une défense qui prenait l'eau depuis le début de la saison. Ça doit aussi faire du bien à Jonathan Fischer. On pense à la défense d'une manière générale, mais on pense évidemment à ce gardien qui était sur le banc le week-end passé, qui est rentré de manière assez un petit peu incroyable face à Lille, en encaissant en plus de buts assez rapidement. Là, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il l'a fait, et c'est une bonne chose aussi de manière générale. Le FCS qui était à -20 avant cette rencontre au goal average. Ouais, ça rassurera Jonathan Fischer, ça rassurera aussi toutes les équipes, tu l'as dit Stéphane, sur ses propres capacités. C'est pas que la ligne défensive, il y a eu un énorme travail défensif de toute l'équipe. Tout à l'heure, je parlais des offensifs qui sont revenus défendre comme des morts de faim, mais effectivement, Fischer est resté concentré. Il fait un arrêt qui n'est pas extrêmement difficile à faire, pour être honnête, au tout début de match, mais il faut le faire, parce qu'à la 6e minute, il y a un 0 pour Lens. Connaissant les difficultés psychologiques de l'équipe de Metz, je pense qu'on peut assister à un tout autre match. Il fallait faire cet arrêt, il l'a fait. Je crois qu'il est quasiment pas sollicité après ça. Peut-être un ballon aérien ou 2, peut-être à la fin un tir. Je crois qu'ils ont une frappe en 2e mi-temps, non ? Ouais, c'est pas grand-chose en tout cas. Peu, oui, bien sûr. Pas grand-chose en tout cas quand on voit les vagues qui ont été subies. C'est 2 frappes cadrées dans le match, pour revenir sur la stade pour le RC Lens, c'est très peu. Ouais, quand on voit les vagues qui ont été subies sur les précédents matchs, franchement, c'est vraiment alloué de la part de cette équipe du FC Metz. Là encore, le bloc équipe, on félicitera jamais assez le plan de jeu. Et comme quoi, avoir un bloc équipe super compact, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer au football. De toute façon, quand tu n'encaisses pas de but, c'est pas uniquement grâce aux défenseurs. Tout comme quand tu prends des buts, c'est pas uniquement de la faute des défenseurs ou du gardien. C'est vraiment, tu l'as dit, question d'équilibre, d'animation. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a eu une prise de conscience dans le fait de vraiment défendre à 11. On a vu Titashvili, Sabali, à un moment donné, je crois en première mi-temps, il y a Thauvin qui met une belle passe en profondeur dans la surface sur Sima, et Sabali qui revient suppléer Kouao intérieur et qui annule cette possible occasion. Donc c'est vraiment les 11 qui sont sur le terrain, et dans le respect des consignes et de la tactique, notamment face à un 3-4-3, de bloquer l'apport des pistons adverses
par nos deux excentrés et ça suscite, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts parce qu'on sait que les offensifs sont un petit peu moins friands du travail défensif, mais quand il faut le faire et si les performances passent par là, il faut absolument le faire. Il y avait 11 grenats sur le terrain au coup d'envoi, mais dans le cœur des supporters, il y en avait sûrement 12. Vous vous en doutez, c'est Mathieu Hudol qui a fait son retour à Saint-Symphorien depuis son départ à Lens, une première. Monsieur, évidemment, ça fait toujours un petit pincement au cœur de le voir, notamment quand on a vu aussi ce qu'il y a eu un peu avant la rencontre. On a lu un petit peu les médias. Nous, on était contents de le revoir, notamment Zonix. On l'écoutera juste après. Avant ça, messieurs, revoir Mathieu Hudol, ça fait plaisir. Heureusement pour Metz, c'est pas son meilleur match de la saison. Aussi, grâce à son remplacement, il faut le dire. Avant, il était piston sur les derniers matchs où ça se passe très bien. Il était replacé dans l'axe avec l'absence de Malang Sarr. Mais il était plus performant quand il était en piston. Donc tant mieux pour le FC Metz. Mais Arthur, on est content de le revoir. Content de le revoir. Bon, concernant la tactique, choix de riche du côté du RC Lens. Ils avaient recruté Mathieu Hudol pour jouer défenseur central gauche parce qu'ils ont un Dever Machado qui est très bon, qui était peut-être un petit peu moins impactant contre le FC Metz, et tant mieux pour nous. Mais c'est sûr que ça fait toujours plaisir de revoir Mathieu Hudol. Bon, tu as évoqué assez brièvement ces histoires de billets que le FC Metz n'aurait pas donné à ses proches. Bon, ça, c'est juste qu'on s'attriste de voir qu'il y a finalement de la tension dans cette histoire qui a duré, on le rappelle, 19 ans, je crois, quelque chose. Je trouve ça triste et les informations d'Arthur Verdelet, de l'équipe, sont quand même assez fiables et avérées. Donc c'est un gros manque de classe de la part de la personne ou des personnes qui ont décidé ça au club. Quand on sait tout ce que Mathieu a apporté pendant son passage à Metz. Et je parle même pas de cette dernière saison où très symboliquement c'est un petit peu lui qui te fait monter. Permet de remonter avec ce but égalisateur contre Reims. Alors est-ce qu'on lui en voulait d'être en Ligue 1 et de prendre autant de tôle? On voulait rester en Ligue 2, je ne pense pas, mais c'est vrai que c'est dommage quand même d'en arriver là avec des hommes. Pas seulement c'était un garçon quand il est arrivé au FC Metz et c'est devenu un homme. Des hommes qui ont autant donné pour le club à la Croix de Lorraine. Quand on voit ça, on se dit que ça y est, le clap de fin est fait entre les deux parties, que ce soit le FC Metz et Mathieu Hudol. Il est parti, il a pu dire au revoir aux supporters. Ça y est, la parenthèse est refermée symboliquement, même si ce n'est pas la plus belle des manières. On a pu le voir à la fin du match, il allait saluer les deux copes. Il l'a dit, il a eu la déception de la défaite, mais il était très heureux de pouvoir dire au revoir aux supporters. Dans un monde idéal, s'il n'y avait pas eu ce clash entre lui et les dirigeants du FC Metz, je pense qu'il aurait pu donner peut-être le coup d'envoi de la première journée, parce qu'il était au stade face à Strasbourg. On aurait pu avoir cet au revoir un peu plus sympathique, mais bon, finalement, ça s'est fait hier soir. Et puis le FC Metz a gagné, donc c'était une très bonne soirée. On va l'écouter justement, Chouadine, on l'a vu en zone mixte après la rencontre. Évidemment, une petite pensée pour les supporters messins. Je n'ai pas discuté directement, je suis passé les voir un petit peu dans le vestiaire, donc forcément je pense que cette victoire leur fait un grand bien et j'espère que pour eux, pour la suite, ça va leur permettre d'enchaîner quelque chose. Maintenant que ce match est passé, j'espère qu'ils vont pouvoir enclencher quelque chose et essayer de remonter au classement, de se rapprocher des équipes devant eux. Donc à nos dépens pour ce soir, mais maintenant que ce match est passé, je leur souhaite le meilleur pour la suite. Forcément, c'est un retour. Je pense que j'ai pas eu le temps et j'ai pas réussi à dire au revoir comme il se devait au stade, et eux non plus. Et ça m'a fait chaud au cœur de voir l'accueil du public. J'ai voulu, malgré ma déception à la fin du match, de saluer les supporters. Je suis très, très heureux de leur réaction. Et bon, j'en doutais pas, mais ça fait toujours plaisir. Fait des supporters heureux de revoir Mathieu Hudol et des supporters qui ont vécu une soirée eux aussi assez contrastée. Ça a commencé par la grève des groupes de supporters après le contexte messin. C'est passé aussi par des hommages à des figures emblématiques du club. On va le voir avec différentes banderoles et jusqu'à arriver à des débordements du côté de la tribune visiteurs lensois avec quelques arrêts dans le match et tout. On a un petit peu tout connu dans ce match, Stéphane. C'est un petit peu dommage. On est content de passer de la grève à l'embellie et la joie avec les supporters. Mais c'est vrai que encore cet incident-là dans le stade, même s'il n'est pas forcément provoqué par les Messins, ça tombe peut-être mal, sachant que ce soir, il y a une commission de discipline qui se réunit pour ce qui s'est passé face à Marseille au début du mois. Dans le timing, en plus de ça, pas sûr que ce soit une très très bonne chose.
Oui, il y avait beaucoup de tensions avant ce match parce que les trajectoires des deux clubs, beaucoup d'enjeux aussi. Et j'y étais. Et de chambrage déplacé. Comment ? Et de chambrage déplacé avec les deux chambrage dynamiques. déplacé, d'insultes aussi, de chants un petit peu. C'est pour ça que le match aussi a été arrêté. Après, voilà, c'est comme malheureusement c'est souvent le cas des supporters un petit peu qui s'en prennent au camp adverse. Il y a eu la grève des encouragements, quelques banderoles aussi. Après, on peut comprendre le mécontentement et on doit comprendre. Sachant que c'était des banderoles très, très gentilles. Hein. C'est juste ils ont juste prévenu que voilà, c'est aux joueurs d'aller les chercher maintenant, parce qu'eux, ils sont là, quoi. Un peu plus comme de la résignation plutôt que de l'agressivité vraiment à l'endroit du club ou des joueurs ou simplement un constat, une sorte de lassitude un petit peu. Et la grève des encouragements, c'était pas des encouragements et des chants anti-joueurs ou anti, mais simplement on arrête de chanter. Après, le foot a cela d'extraordinaire, c'est que tout va très vite dans un sens comme dans l'autre. Il suffit de marquer un but, de gagner, d'emballer le match. Parce que même si t'es difficile de rester calme quand tu vois la fin de match et les deux buts de Götze, quoi qu'il arrive. Oui. Et puis là, le stade a repris un petit peu vie. Non, ça fait partie malheureusement du football, des supporters qui sont pas contents. Et moi, je les comprends parce que depuis le début de saison, on est un petit peu, on va pas se cacher, la risée un peu on entend des chambrages aussi, même dans des émissions nationales envers le club, les joueurs. Donc les joueurs en ont conscience et ça fait pas plaisir. Mais c'est d'autant plus beau qu'ils ont réussi à inverser la tendance sur ce match-là. Après, je voudrais revenir sur et le positif sur l'hommage à Marcel Husson, qui a été un grand entraîneur du FC Metz et une grande page de l'histoire avec un grand H du FC Metz, et notamment la victoire à Barcelone. Et j'étais à son enterrement, et il y avait toute la famille du FC Metz, les deux présidents, Carlo Molinari et Bernard Serin, plusieurs coachs, les joueurs actuels, le coach actuel, beaucoup de joueurs passés ou présents, et ça fait énormément chaud au cœur de voir que le FC Metz, c'est pas simplement une saison donnée, c'est toute une histoire, et Bernard Serin l'avait montré aux joueurs également, je crois, avant le match de Lille, avec une longue tradition et des valeurs qui ont été représentées, notamment face à Lens avec cette victoire. Une histoire qui continue de s'écrire cette semaine avec cette 10e journée de championnat. On va revenir sur les différents résultats sans trop de transition. La victoire du Havre face à Brest, 1-0. Le match nul entre Lorient et le Paris Saint-Germain. La victoire de Nice face à Lille, 2-0. Match nul entre Marseille-Angers, 2 buts partout. Paris FC Lyon, 3 buts partout. Encore Toulouse-Rennes, 2 buts partout. La victoire de Strasbourg, 3-0. Et la victoire de Monaco face à Nantes. On va regarder le classement. Le Paris Saint-Germain est toujours en tête. C'est très serré. Les 6 premières places se jouent en 2 petits points. En bas, le FC Metz est venu raccourcir un petit peu la distance, venu pas soigner le goal average qui est encore assez conséquent, mais commencer peut-être cette mission-là aussi. Et évidemment, quand on regarde ce classement de bas de tableau, messieurs, on pense au prochain adversaire du FC Metz, c'est le FC Nantes, actuel 15e de Ligue 1 avec 9 points. Le FC Metz doit confirmer désormais face, et on va le répéter peut-être un petit peu, mais face à un adversaire peut-être plus direct que ce qu'est le Racing Club de Lens. C'est le mot confirmé qui va être très important là. Bien sûr, avec l'euphorie de cette victoire, un phare dans la nuit, cette victoire contre l'Arsenal, on aurait presque oublié que le FC Metz est dernier de Ligue 1 avec 5 points, mais le côté psychologique de débloquer son compteur, on sait que ça a pesé énormément, mais c'est sur le prochain match qu'on attend le FC Metz. Comme on l'a dit, si c'est un épiphénomène, ça ne servira à rien dans la saison. Et face à Nantes, il y a vraiment une belle occasion pour les Messins de vraiment revenir dans la course et de non pas faire comme si le début de saison n'avait pas existé, mais vraiment effacer son retard. Si les résultats le permettent ce week-end, et si le FC Metz l'emporte, évidemment, on peut revenir à un point de la 14e ou la 15e place, il me semble. Donc, c'est pour dire que la course au maintien serait vraiment lancée avec une victoire à Nantes.
Et en plus, cette équipe de Nantes qui est sur une défaite, on doit le dire, qui recevra pour la deuxième fois consécutive, mais qui s'est incliné face à Monaco, 5-3. Alors encore un autre match de Ligue 1 où il y a eu beaucoup de buts, et ça arrive souvent depuis le début de la saison, Angelo. Mais c'est vrai qu'il va maintenant falloir peut-être continuer sur la dynamique de un vient de gagner, l'autre vient de perdre. C'est une victoire sur les 5 derniers matchs, le FC Nantes, je crois. C'est vrai que les saisons se suivent et se ressemblent un petit peu pour Nantes qui est pas très loin de tomber à chaque fois. Ouais, après c'est quand même une équipe joueuse avec un coach joueur que le FC Metz connaît bien puisqu'il l'a côtoyé la saison dernière du côté de Dunkerque. C'est un match qu'il va falloir gagner, il va falloir prendre des points à l'extérieur. C'est assez amusant de voir le classement parce que pendant plusieurs semaines on n'osait même pas le regarder en se disant ça sert à rien de regarder les résultats des concurrents directs. Là maintenant, Metz a gagné, donc on peut se dire tiens, c'est dommage qu'Angers ait pris un point, c'est dommage que Le Havre ait gagné. Vous voyez, effectivement, le foot, ça va vite. Tu peux complètement te retrouver à nouveau dans la danse, dans le combat. C'est vraiment très important de ne pas perdre, en tout cas. De ne pas perdre, parce que j'ai le souvenir, moi, de 2 saisons où la première victoire s'est fait longtemps attendre. Les saisons sous Antonetti et Hinsberger, où la première victoire s'est fait attendre, les équipes doutaient. Elle gagne enfin, et puis le match d'après, patatras, de nouveau une défaite, et c'est reparti dans la crise, dans le doute. Donc ça va être vraiment important de confirmer ce match face à Lens, et que ce soit en termes de jeu et également de résultats. Lancer une série, c'est le plus important, parce que quand on gagne 2-3 matchs de suite, c'est là qu'on peut grimper au classement. Mais c'est une opportunité extraordinaire quand même. On a quand même, dans notre malheur de ce début de saison, beaucoup de chance quand même d'être pas si loin du premier non relégable et de se déplacer notamment à Nantes qui est en difficulté aussi. Et malgré tout ce qu'on a pu dire et tout le mauvais début de saison et la première victoire qui s'est fait attendre, on est à portée de main vraiment de quelque chose qui serait bien. Si on fait un 6/6 Lens et Nantes, ça nous permettrait de recoller et de complètement inverser la tendance, d'autant plus que Nantes est prenable. Ils ont, je crois, 5 matchs à domicile, ils ont une seule victoire contre Auxerre, un nul et 3 défaites. Et du coup, c'est pas l'ogre, c'est pas comme si on allait à Paris ou au Vélodrome ou à Lyon. Là, il y a vraiment l'opportunité de faire quelque chose, même si il faut beaucoup d'humilité. Tu parlais d'euphorie, Arthur, justement, il faut pas d'euphorie, il faut pas non plus trop d'euphorie, et il faut être vraiment pragmatique et savoir pourquoi on a eu ce succès face à Lens et garder les mêmes ingrédients. Et Nantes, je pense, c'est une équipe qui nous correspond bien. C'est un 4-2-3-1 porté vers l'avant. Ils jouent beaucoup et repartent au sol de derrière. C'est la philosophie et l'ADN de leur coach Castro. Et je ne pense pas qu'ils vont se mettre à balancer, même s'ils en ont pris 5 contre Monaco. Ils ont pris aussi beaucoup de buts à domicile. Ils en ont mis 3 contre Monaco aussi. Oui, mais offensivement, ils sont intéressants. Mais ils ont du mal à gérer ces déséquilibres. Et c'est une équipe qui joue et qui se fait prendre à son propre jeu. C'est-à-dire que contre Lille et contre Monaco, notamment... Ça rappelle une autre équipe, bizarrement. Comment ? Ce constat rappelle une autre équipe, bizarrement. Oui, et Parce que ça reste des scores fleuves que Metz a connus cette saison. Contre Monaco aussi, par exemple. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas la confiance et pas la qualité pour jouer de derrière, vous vous faites punir parce qu'en Ligue 1, les autres équipes analysent votre jeu, vont vous chercher très loin, exercent un pressing, récupèrent haut et vous encaissez des buts. Et Nantes, c'était le cas face à Lille et face à Monaco, même s'ils ont un potentiel offensif avec El Arabi, ils ont Mohamed qui était sur le banc, ils ont Ablin qui est un joueur très très intéressant, qui fait des grosses différences individuelles. Ils sont à la Beaujoire où il y avait 32 000 personnes, je crois, ou 35 000 personnes. Ils ont un public derrière eux, donc ça sera un déplacement hostile, mais c'est une équipe qui joue et je pense qu'il faudra presque leur laisser le ballon dans le plan de jeu, les laisser jouer et nous être très forts à la récupération et très forts en transition dans la verticalité pour les prendre en compte très, très rapidement. C'est ça l'ADN du FC Metz finalement, parce que c'est amusant de constater que contre Toulouse, le FC Metz a eu la possession, il a perdu 4-0. Ouais. Hier, il n'a pas eu la possession, il a gagné 2-0. Donc, il y avait quand même 46% de possession. Il faut un équipe, il ne faut pas non plus du kick and rush. Quoi, Angelo, dans le football ? La victoire. La victoire. Ah oui, c'est ce qui t'amène de la confiance, qui t'amène des convictions fortes, qui te permettent par la suite d'avoir et la possession et aussi les résultats. Mais quand tu es en déficit de résultats, à un moment donné,
Il faut s'adapter. Il faut s'adapter et être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins joueur et un petit peu plus tueur. Être dans l'équilibre, c'est une lutte constante, ne pas trop reculer, ne pas trop prendre de risques, mais en prendre assez pour créer le déséquilibre chez l'adversaire. C'est compliqué d'être entraîneur de football. C'est ce qui est difficile, et attaquer avec les sécurités. C'est-à-dire que quand tu as le ballon, c'est là que tu es en danger. Quand tu as le ballon, si tu le perds, tu prends une transition contre toi, et c'est là où tu es désorganisé. Donc il faut toujours penser à l'action suivante, c'est-à-dire j'ai le ballon, on a le ballon en phase offensive, mais en cas de perte, est-ce que je suis bien placé ? Est-ce qu'en cas de perte, il n'y a pas un joueur adverse libre qui peuvent trouver très rapidement ? Donc là, c'est la concentration, l'intelligence collective et la communication. Ça va être intéressant aussi de voir le visage de cette équipe du FC Metz avec un tout petit peu plus de confiance. La confiance engendrée par la victoire hier. On a déjà vu 2-3 petites différences dans les mentalités. Moi, j'ai souvenir en toute fin de match d'un grand pont de Gbama ou d'une sortie de balle de Maxime Collin en dribble dans la surface de réparation. C'est le genre de geste que tu ne te permets pas forcément de faire à 0-0 dans le contexte qui était le tien. La confiance, c'est un carburant extraordinaire pour un footballeur. On a vu une bascule au cours de cette saison. Souvenez-vous, le début de saison, il y avait des bonnes choses, mais il y avait des défaites. Puis d'un coup, ça a commencé face au Havre, des joueurs qui ont les jambes qui tremblent, plus aucune passe vers l'avant, parce que la confiance était perdue. Et ça change tout. Et ça change tout. Et la victoire d'hier peut vraiment donner cette confiance à ce groupe. Oui. Et on va revenir sur les autres affiches, si vous voulez bien, de cette journée, car tu as dit, Arthur, ça peut aller très vite en bas de classement. On n'aura pas de match le vendredi, mais samedi, on aura Paris Saint-Germain-Nice, Monaco-Paris FC et Auxerre-Marseille. Dimanche, on aura Rennes-Strasbourg, Lens-Lorient, Lille-Angers, Nantes-Metz, Toulouse-Le Havre et pour terminer, Brest-Lyon. On va, comme je l'aime bien dire, regarder ce qui se fait sur les autres pelouses parce que la Ligue 1, c'est pas seulement le FC Metz, c'est aussi d'autres équipes, même si le FC Metz a encore son destin entre les mains. Mais il n'a pas que ça, on va passer tout de suite dans le temps additionnel. Et oui, c'est une nouvelle ligne dans le palmarès du FC Metz, même s'il ne s'agit pas d'un trophée, quoique. Il ne s'agit pas d'un trophée, mais il s'agit d'un bâton. Il est célèbre en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est le bâton de Bourbotte. Messieurs, je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Angelo a donné une définition très scientifique tout à l'heure, on va le mettre à contribution. C'est un trophée qui était virtuel et qui est maintenant est physique. Maintenant est physique. Qui est très symbolique. Tu vas expliquer ce que c'est ou je dois le faire ? Tu peux le faire si tu sais. Angelo, depuis quand il est physique ? Depuis quelques années. Ouais. Parce qu'en fait, il avait été. C'est l'équivalent d'un trophée qui existait pour les sélections nationales, qui a été remis au goût du jour par un site qui s'appelait Poteau Rentrant, je crois, et qui a vraiment refait tout le film du championnat de France de Ligue 1 en donnant le premier trophée à Lille, qui était le premier champion de France de l'après-guerre, qu'il a nommé au nom du capitaine de cette équipe de Lille. Vas-y, donne le prénom, parce que ton exposé est presque parfait pour le moment. François Bourbotte, c'est beau. J'ai bossé mon truc. Et puis, donc, il refait vraiment tout le film du championnat de France pour à chaque fois trouver contre qui a perdu Lille, contre qui a perdu l'adversaire suivant. Et donc, ce trophée appartenait jusqu'ici au RC Lens. C'est ça, qu'il le donnait depuis 5 rencontres consécutives. Donc, pour le gagner, c'est très simple. Il faut battre celui qui l'avait avant. Tant que tu n'es pas battu, tu le gardes. Si tu descends en Ligue 2 ou si le détenteur descend en Ligue 2, il est obligé de le rendre à celui qui l'avait avant. Donc tu ne peux pas l'emporter avec toi loin de la Ligue 1. Quelques statistiques quand même, c'est 2910 matchs avec le bâton en jeu depuis 1946. 962 fois où le bâton a changé de main. Et le FC Metz qui le récupère après 17 années d'absence au club. C'est quand même une grosse statistique. Alors la série la plus longue du FC Metz, c'est 9 matchs pour la garder. Je suis d'accord de le garder 9 matchs. Faire un peu plus, c'est bien, mais déjà 9 matchs, c'est pas mal. Ça permettrait de finir ta première année. J'aimerais le garder. Ça marcherait. Malheureusement, ça marcherait. Mais j'aimerais le garder 9 matchs et rendre la lanterne rouge. Parce qu'elle est où, la lanterne rouge ? Quelqu'un l'a physiquement. On va lancer le trophée la lanterne rouge. C'est vrai qu'on en parle souvent, mais on ne l'a jamais vu. On peut la rendre dès le prochain match. On peut la rendre dès le prochain match face à une équipe du FC Nantes. Il faudra garder le bâton. Qu'il faudra garder le bâton. Alors que le FC Nantes, lui, est le deuxième détenteur historique de ce bâton, avec 201 matchs devant le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille qui clôt la marche. Tiens donc, qui joue contre le FC Metz ce week-end le Dauphin, le FC Nantes. Sachant que le RC Lens a pris ce bâton à Lille. À Lille. Ok, le bâton à Lille. Belle symbolique. Ça va très vite avec ce bâton.
On aime bien un peu ce folklore ou pas? C'est rigolo parce que ça. C'est rigolo, le terme est très important. Moi, ça me fait rire. C'est marrant parce que c'est une petite tradition qui comment dire, on a l'impression que c'est un petit peu vieillot, etc. Mais ça rappelle un petit peu toute cette histoire de la Ligue 1, de la D1 même à l'époque. Et ce type d'objet, on ne l'a jamais au FCMS parce que les équipes que tu as citées, c'est le Paris Saint-Germain, c'est l'historique FC Nantes, c'est l'Olympique de Marseille. C'est forcément les équipes qui ont pris l'habitude pendant leur grande histoire de tout rafler, de gagner beaucoup de matchs. Tandis qu'au FCMS, on connaît l'histoire récente du club avec la Ligue 1. Donc au-delà de la symbolique, ça fait plaisir d'être associé à cette tradition. Alors c'est vrai que maintenant il y a un site pour le bâton de Bourbotte avec toutes les statistiques possibles et inimaginables. Ça je sais que tu vas aimer Angelo, tout ce qui est un petit peu petit point stat ou historique. On remercie évidemment le club de nous l'avoir prêté pour l'émission. Promis, on vous le rendra ce soir. Quoique si on le garde, peut-être que ça peut être aussi gage de bonheur. Faudrait tester. Pas sûr qu'il soit d'accord néanmoins. Mais voilà, ça fait partie un petit peu du folklore. Faudra demander aux joueurs et aux coachs. Alors c'est Gauthier qui a posé déjà avec dès la fin de la rencontre. Peut-être demander à Stéphane Le Mignan ce qu'il en pense. Si on peut aller peut-être aller chercher le côté un petit peu, on va dire, superstitieux de tout ça. Ça existe la superstition dans le foot selon toi Bien sûr. Oui, mais moi je suis pas superstitieux parce que ça porte malheur. Tu l'as déjà eu le bâton? Surtout que tu l'as pas eu le bâton. Toi, peut-être Juliette superstitieuse. Il y a 17 ans. Oui, parce que regarde, il faut toucher du bois Je parfois. pense que les joueurs et les coachs sont très superstitieux en général. C'est fou à quel point on peut être superstitieux. Et des détails, moi je le suis pas vraiment, mais des fois ça me faisait sourire dans le vestiaire, garder le même slip pendant les matchs, etc. Rentrer sur le terrain du même pied à chaque fois. Mais je pense que les clins d'œil et la symbolique est sympa quand c'est positif. Quand vous gagnez, vous avez le bâton. Effectivement. La lanterne Pas sûr que la lanterne rouge, tu l'affiches de partout. À un moment donné, il y avait le Marcel. Les Marcel d'or, il y a le ballon d'or et le Marcel d'or, c'est le plus nul. Le ballon d'or. Angelo s'est illuminé sur le ballon de plomb sur le site. Ballon de plomb, souliers de plomb. Alors quand vous recevez ça, c'est vrai que Il faut avoir de l'autodérision pour accepter. Je vous ai posé avec un petit soeur un peu. Je me rappelle, Greg Vimbé avait eu à l'époque un Marcel. Mais franchement, pourquoi ils le refont plus? C'était quand génial avec les joueurs qui faisaient preuve d'autodérision. Je me rappelle. Mais parce qu'aujourd'hui, malheureusement, alors je pense, mais tu dois le prendre en compte. Sur l'autodérision, tu as les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu sais que l'image va être détournée, pas forcément dans le bon sens. Je me rappelle, il y avait des cérémonies. Après, le joueur en prend plein. Le bâton, c'est un peu sympa. Tu as les clubs qui participent. Il y a de la communication maintenant qui fait autour de ça, alors que ça vient d'une idée assez folle au début. C'est à la fin des années, début des années 2010. Après, c'est dans ces petites blagues, etc., où on fait preuve d'autodérision, même sans parler des réseaux sociaux. Il y a des émissions récentes, J+1, avec Julien Cazard, où on mettait en avant ce côté comique, et il y a des personnages attachants de la Ligue 1 qui n'étaient pas forcément remarqués pour leur performance. Pour le côté humain. Pour des gens comme Ali Hamada, etc., même Cheikh Diabaté, qui certes a des statistiques très solides en Ligue 1. Je pense que le très grand public, suiveur de Ligue 1, s'est mis à apprécier cet homme qu'il ne connaissait pas forcément, parce qu'il s'est attaché à lui d'une certaine manière par le côté comique. Donc parfois l'autodérision et des blagues qui peuvent être cassantes, au final ça a l'effet inverse, à savoir qu'on a beaucoup plus d'affection pour les acteurs de la Ligue 1. Mais c'est bien de garder l'autodérision, et les footballeurs. Au sein du club, pendant les entraînements, quand tu perds un jeu, le jeu de fin d'entraînement, etc., il y a des gages, il y a des choses à faire, même des cadeaux entre eux pour se chambrer. C'était, je crois, Mbappé, il avait reçu le masque de Tortue Ninja. Voilà, ça fait partie aussi, les joueurs se chambrent tous les jours. Pas de dérision évidemment, ni d'autodérision le week-end qui arrive avec ce match face à Nantes, on le rappelle, on l'a vu aussi, les féminines qui vont tenter de rebondir après leur défaite face à Toulouse, il y a aussi l'équipe réserve, il y a aussi les vétérans qui pour le moment se portent très bien, il faudra qu'on passe un petit coup d'œil, ça va plutôt pas mal, niveau résultat. Plutôt pas mal, ça va. Si je puis me permettre, l'enjeu pour le FCMS, désormais, ça J'ai peur du bide. de ne pas donner le bâton pour se faire battre. Voilà. C'est beau, c'est sûr. Je l'avais pas du tout préparé, regardez le stylo ici. Il me l'a sorti 3 fois au maquillage. On sera sur cette conclusion assez incroyable qu'on regardera dans les meilleurs best-of de l'émission, qu'on se quitte. Merci de m'avoir accompagné. Compte sur moi pour la garder, celle-là. Merci de m'avoir accompagné pour cette émission. On le rappelle, il y a des matchs ce week-end et nous, on se retrouve dès lundi. Ce sera depuis le Moselle Open afin de débattre de tout ça avec nos chroniqueurs. À très vite sur Moselle TV.